À 35 000 pieds au-dessus de la mer de Bering, Anchorage, Nord-Ouest 85. Confirmez qu'on vous a informé de notre urgence. un Boeing 747 a de graves ennuis. Impossible, trop de trafic. C'est une alerte rouge. Ça consiste à se préparer au pire. Les pilotes peinent à contrôler l'avion. C'était une situation très déroutante qu'ils n'avaient jamais rencontrée à l'entraînement. Ils ont besoin de toute l'aide possible pour espérer ramener à bon port l'avion et ses 386 passagers. S'il ne doit y avoir qu'une approche parfaite de toute ma carrière, ça doit être celle-ci. Le vol 85 de Northwest Airlines est au-dessus de la mer de Bering. Il est un peu plus de 17 heures. Le dîner est terminé et les passagers se préparent pour un long voyage. Le Boeing 747-400 vient de traverser l'Alaska et il est presque à la moitié d'un voyage de 13h30 entre Détroit aux États-Unis et Tokyo au Japon. Bonjour. Salut, Ça va? on est à 35 000 pieds. Le commandant John Hanson est pilote et instructeur sur Boeing 747. Après 6h30 de vol, il s'apprête à passer le relais. Sur les vols long courriers, il n'est pas rare qu'il y ait deux équipages. Le voyage était assez long pour qu'il y ait un équipage renforcé, 2 commandants et 2 copilotes. Ils alternent pour éviter la fatigue. Sonnez 20 minutes avant que je prenne le relais, d'accord? Mike Fagan, qui a servi au Vietnam et qui pilote depuis 25 ans, est le copilote de relève. Tout était normal et on ne s'attendait à aucun problème parce qu'on avait fait ce vol très souvent. Franck, je prends les lasagnes, tu prends l'option B. Dedans, il y a mourir de faim. Le second commandant, Frank Gibb, compte plus de 11 000 heures de vol. Surnommé le roi des cieux, cet avion dispose d'une cabine de repos pour le personnel navigant technique. C'est là que John Hanson et son copilote David Smith vont se détendre pendant 5 heures avant de retourner travailler. Dave Smith avait travaillé en tandem avec moi. On allait bouquiner pendant un moment, peut-être faire une sieste sur notre couchette et faire la descente vers Tokyo. T'as pas faim? Non, ça va. L'avion est à plus de 6 heures de l'aéroport Narita à Tokyo. Brusquement, l'avion a pris un fort roulé à gauche, passant à 35-40 degrés d'inclinaison. Apparemment sans raison, les pilotes ont perdu le contrôle de leur 747. L'avion a fait une brusque embardée. Je n'avais jamais rien senti de pareil et j'ai dû me cramponner. Ça a été un mouvement de lacet très soudain. Le genre de choses qu'on ne ressent qu'en simulateur quand on fait des manœuvres extrêmes. Frank Gibb n'a que quelques secondes pour réagir. On a perdu un moteur? On a encore nos moteurs? On les a tous, ça n'est pas ça. La vie des 386 passagers est en jeu. L'avion vibrait un peu. Je savais que le pilote automatique avait été débranché. C'était évident qu'il se passait quelque chose d'anormal. En quelques secondes, le commandant a débranché le pilote automatique, tiré le manche et mis les ailes à plat. Mais le problème persiste. Tu t'en sors? Oui, je crois.
Si ça n'est pas un moteur, c'est la gouverne de direction. L'équipage a toujours du mal à contrôler l'avion. Une alarme confirme les soupçons de Frank Gibb. Gouverne basse. C'est bien un problème de gouverne de direction. Cet élément assure les manœuvres autour de l'axe de lacet, c'est-à-dire les mouvements à droite et à gauche lors du vol, en orientant l'écoulement d'air. Moins d'un an plus tôt, le vol 587 d'American Airlines s'était écrasé dans le quartier du Queens à New York à cause d'un problème similaire. Toutes les personnes à bord avaient trouvé la mort. On le savait pertinemment. Cet accident avait été étudié dans les moindres détails. Et on venait même de faire le point à son sujet tout récemment. Les mêmes causes produiront-elles les mêmes effets? Compte tenu de sa taille, le 747 a une gouverne de direction inférieure et une supérieure qui se déplacent généralement à l'unisson. Mais pour une raison inconnue, celle du bas s'est bloquée à 17 degrés vers la gauche. Le commandant essaie de maintenir l'avion à l'horizontale et en ligne droite en utilisant le palonnier pour contrôler la gouverne de direction supérieure et le manche pour actionner les ailerons. Mais cette mesure peut perdre toute efficacité n'importe quand. Je m'occupe de l'avion et de la radio. Dis-moi s'il y a une procédure pour ça dans le COM. Le COM, le manuel de vol, fournit la liste des procédures d'urgence. Ne pas réduire la pression dans les circuits hydrauliques, c'est tout. Ça n'aide pas beaucoup. Rien d'autre? D'autres pannes? Pas pour le moment. Les circuits hydrauliques contrôlent plusieurs éléments importants dont la gouverne défectueuse. Une panne s'avérerait catastrophique. On est loin de Narita? À environ 6 heures. Voler aussi longtemps sans avoir la pleine maîtrise de l'avion est très risqué. P3, fais-les revenir. Normalement, quand on est dans sa couchette, on entend le P3 qu'au changement d'équipage. S'il se déclenche à l'improviste, ça veut dire « Revenez, il se passe quelque chose de pas ordinaire ». Anchorage est à 2 heures derrière nous. Appelle et déclare une urgence. On fait demi-tour. Anchorage, Nord-Ouest 85. Mais l'appel ne passe pas. Anchorage, Nord-Ouest 85. Les communications des centres de contrôle du trafic aérien ont une portée limitée. Au-dessus de l'océan et entre deux continents, l'équipage est dans une zone blanche et personne ne sait qu'il a des ennuis. Les passagers n'ont aucune idée de l'ampleur du problème et beaucoup imputent la brusque embardée à des turbulences. Essaie de contacter le 19. Ce vol se trouve plus près de l'Alaska. Nord-Ouest 19, Nord-Ouest 85. Mais le signal est faible. Nord-Ouest 19, Nord-Ouest 85. Nord-Ouest 19, parlez. On a une urgence. Pouvez-vous prévenir Anchorage? Reçu, attendez. Bon. Demi-tour. L'avion entame un grand virage sur sa droite. Anchorage contrôle, Nord-Ouest 19. Nord-Ouest 19, Parlez. le 85 demande un atterrissage d'urgence. Nature de l'urgence? Blocage de gouverne. La gouverne de direction étant essentielle pour tourner, le commandant en est réduit à improviser. On n'avait aucune idée de la nature du problème. Donc Frank a fait très attention en actionnant la gouverne de direction. Il s'est servi des ailerons au maximum pour contrôler l'avion. Mais le 747 glissait. Un avion glisse quand on ne fait pas un virage coordonné. La queue part d'un côté, le nez de l'autre. Et l'avion glisse comme ça. Comme un pilote automobile dans un virage, Frank Gibb est sur le point de perdre le contrôle. Allez. Qu'est-ce qui se passe? On a déclaré une urgence et on rentre à Anchorage. Des alertes? La gouverne de direction inférieure est bloquée à 17 degrés à gauche.
On ignore pourquoi et elle ne répond plus. Il reste encore à savoir s'il n'y a pas autre chose qui cloche. Il fallait se servir des deux mains pour piloter. À ce moment-là, on ne savait pas si la gouverne de direction allait casser. On savait juste qu'elle nous lâchait. Comme une telle défaillance n'est encore jamais arrivée, les pilotes n'ont pas été formés pour y faire face. Il n'y a pas de procédure. Et le COM n'est d'aucune utilité. On va improviser. À 35 000 pieds, soit 10 600 mètres au-dessus de la mer de Bering, et à 1h30 de l'aéroport le plus proche, les pilotes sont livrés à eux-mêmes. Pour les 386 passagers du vol 85, l'angoisse suscitée par le brusque plongeon est déjà oubliée. Aucun d'eux n'a conscience du drame qui se joue dans le poste de pilotage. Privé du contrôle d'une partie de la gouverne de direction, l'équipage est encore à 1300 km d'Anchorage. Frank était moins expérimenté, et c'était moi le commandant principal. Donc quand je l'ai vu se battre avec les commandes, j'ai décidé de prendre le relais. Beau boulot, Frank. Mais si quelqu'un doit planter ce zinc, ce sera moi. Aucun problème. Bien. Mike, prends les commandes pendant que John me remplace. Prêt? Prêt. Le copilote doit tenir fermement son manche pour que le commandant puisse lâcher le sien. Je prends les commandes. Toute utilisation mal avisée des commandes pourrait faire partir l'avion en vrille. Le même exercice délicat permet à John Hanson de s'installer. J'étais épouvanté de constater la force que ça demandait de piloter ce magnifique gros avion. Si un appareil vole, même mal, il vole. C'est tout ce qui compte. Et il fallait ramener celui-ci à Anchorage. Donc pour le moment, on pouvait continuer comme ça, tout en réfléchissant à ce qu'on allait faire ensuite. L'équipage ignore l'étendue des dégâts subis par la gouverne de direction. Elle peut casser d'une seconde à l'autre. À croire que cette fichue gouverne veut se barrer. On annonce quoi? On avait décidé de prévenir les passagers. Il nous fallait donc une liaison avec la cabine, et Frank s'est proposé. Plus les gens en sauront, mieux ce sera. D'accord. Disons-leur exactement ce qui se passe. Cathy? On ne sait pas ce qui va se passer. Tous les membres d'équipage savaient qu'il était arrivé quelque chose d'important. On va se poser en urgence à Anchorage. Le commandant n'a pas tourné autour du pot. Il n'a rien essayé de nous cacher. Il a décrit la situation sans phare et il a expliqué que l'atterrissage pouvait être très brutal. Cathy, c'est une alerte rouge. Ça consiste à se préparer au pire. Ça peut être un atterrissage en catastrophe, l'avion peut être endommagé, il peut y avoir des blessés ou des morts parmi les passagers et l'équipage. Bonjour, je suis le commandant Frank Gibb. On a affaire à une panne. On y fait face du mieux possible. Chacun doit garder son calme. Merci d'accorder toute votre attention aux hôtesses et aux stewards. Je ne soulignerai jamais assez à quel point votre entière coopération est importante pour qu'on se pose en toute sécurité. Les passagers dans l'ensemble sont restés calmes. Je vous promets de vous communiquer les renseignements au fur et à mesure qu'ils se présenteront. Merci beaucoup de votre attention. À bientôt. Au bout de quelques minutes, on a entendu des pleurs. Des gens regardaient de tous les côtés. Ils avaient peur. Il faut joindre le SOC. On a besoin d'aide. On peut avec la HF. Le SOC, les opérations, pourrait les aider. Mais pour communiquer aussi loin, il faut utiliser la radio haute fréquence dont le signal est faible et intermittent.
La radio HF, c'est un peu comme quand on était gamin et qu'on discutait avec notre meilleur copain qui habitait à côté en utilisant 2 pots de yaourt reliés par une ficelle. Le son est vraiment exécrable. Demande-leur de réveiller John Doherty. Le soir de l'appel, j'étais chez moi. Après ma journée de travail, je soufflais devant un bon film, mais j'étais de garde. Et on peut compter sur un pager pour qu'il sonne. Les deux hommes ont travaillé ensemble pendant des années. Je connaissais très bien John, donc j'avais en tête le visage d'un pilote qui m'était familier. John Doherty connaissait le 747-400 mieux que n'importe qui d'autre chez Northwest. Mais John Hanson ignore quand son ami pourra lui apporter son aide. Et maintenir l'avion à 35 000 pieds est de plus en plus difficile. Le volant vibrait parce que tout l'avion vibrait. Il décide de descendre à une altitude où l'air plus dense fournira plus de portée. Tu es prêt? Prêt. Mais avec un avion endommagé, cette manœuvre des plus banales n'est pas sans risque. Bon. On y va. Il fallait faire très attention, et vu les circonstances, il manipulait les commandes le plus précautionneusement, le plus doucement et le plus délicatement possible. Alors? Toujours pas terrible. On devait faire très attention. Peut-être que la queue allait s'arracher, que la gouverne de direction tenait à un fil, qu'il y avait un problème hydraulique. 28 000. L'avion descend à 8500 mètres. Je crois que c'est bon. Bien. Mais le commandant Hanson est à bout de force. John? Oui, j'ai une crampe à la jambe. J'ai du mal à tenir l'avion. L'effort physique nécessaire était considérable. On appuyait tellement fort sur le palonnier qu'on ne pouvait tenir qu'une dizaine de minutes. Prends le relais. Prêt? Prêt. Bon. Tout doucement. C'est Mike qui a pris la relève. L'avion voulait tourner d'un côté, et nous, il fallait qu'on l'oblige à aller de l'autre. Donc on se servait de notre dos et de nos épaules, et on bloquait avec les jambes. Après avoir laissé les commandes, je me dégourdissais les muscles. L'avion est encore à plus d'1 heure d'Anchorage quand le PNC prépare la cabine pour l'alerte rouge. On a fait ce qu'on avait appris. C'est venu naturellement. On a enlevé tout ce qui traînait sur le comptoir. On a vérifié que les bagages de l'équipage étaient arrimés à leur place. Tous les passagers ont fait ce qu'on leur a demandé. Je suis passée à la hauteur d'une famille de 3 personnes qui m'ont demandé si j'avais peur. J'ai honte de l'admettre, mais brièvement, j'ai d'abord pensé à mentir. Puis je me suis dit qu'il ne fallait pas. Moi aussi j'ai peur, mais on a les meilleurs pilotes. 85, John Doherty en ligne. Le COM réussit enfin à passer John Doherty au pilote. John, on t'a briefé sur notre situation? Oui, c'est un problème de gouverne? L'alerte indique blocage gouverne basse. C'était une situation très déroutante. Les pilotes savaient qu'ils avaient affaire à un cas unique. Quelque chose qu'ils n'avaient jamais rencontré à l'entraînement, qu'ils n'avaient jamais étudié. Rien dont ils avaient pu discuter pendant les formations. Le COM ne nous aide pas beaucoup. On est à 1 heure d'Anchorage. Qu'est-ce que tu en dis? Eh bien, ne réduisez pas la pression dans les circuits hydrauliques. À part ça... En écoutant John, j'ai compris que ce qu'il y avait dans le manuel de vol ne l'aiderait pas. Il arrive qu'un pilote doive comprendre par lui-même ce qu'il a à faire.
Une demi-heure s'écoule avant que l'avion puisse s'adresser directement au centre de contrôle d'Anchorage. Nord-Ouest 85. Identifié. Anchorage, Nord-Ouest 85. Confirmez qu'on vous a informé de notre urgence. Et que les secours sont prêts. Nous choisirons notre piste. L'avion doit survoler la chaîne aléoutienne pour rallier l'aéroport international d'Anchorage qui est entouré de montagnes. On voulait la 6 droite, parce qu'elle permet une finale de 20 nautiques. Elle a une approche ILS et c'est une piste longue. 6 droite, et il faut réussir du premier coup. Une approche interrompue n'était pas envisageable. On devait réussir du premier coup, se poser pile comme il fallait. Les pilotes n'auront droit qu'à une seule et unique tentative. Ton avis ? On devrait configurer l'avion pour l'atterrissage. Réduire notre altitude. Bien qu'ils soient encore à 40 minutes de leur destination, les pilotes vont configurer l'avion pour l'atterrissage afin de voir dans quelle mesure ça l'affectera. En cas de problème, ils auront ainsi une marge de manœuvre plus grande pour rattraper la situation. On peut survoler le golfe de Cook, descendre à 14 000 et voir ce que ça donne. 14 000 pieds, c'est une altitude intermédiaire très favorable. L'air y est dense, mais on est encore relativement haut. Si bien que si la situation se détériore, on peut se rétablir. Nord-Ouest 85. On aimerait descendre à 14 000 au-dessus du golfe de Cook. Impossible. Trop de trafic dans cet espace aérien. L'espace aérien à l'aplomb du golfe de Cook est le couloir le plus emprunté dans cette partie du continent. Si les pilotes perdent le contrôle de leur avion, ils risquent d'en percuter un autre. C'est une urgence. C'est la méthode la plus sûre. D'accord. Je vous fais de la place. L'avion descend doucement jusqu'à 4200 mètres. Bon. Volet à 5. voler à 5. En sortant les volets, le commandant ne peut qu'espérer assurer la stabilité de l'avion. Va suivre une manœuvre encore plus risquée. Sors le train. Sur sortie. Sortir le train va accentuer la traînée et réduire la vitesse R. Heureusement, ce changement de configuration n'entraîne aucune conséquence fâcheuse, même si la gouverne de direction endommagée suscite une nouvelle inquiétude. Tu sens? Oh oui. La vitesse R et l'altitude influent sur la gouverne de direction. Plus on est descendu, plus la gouverne s'est déportée. Donc il a fallu mettre plus de pieds et plus de manches. Et c'était exténuant. Mike, ma crampe dans la jambe me reprend. Tu es prêt? Prêt. Toujours en ligne, John Doherty fait une suggestion. Vous avez augmenté de 20 nœuds La vitesse d'approche. Non, pas encore. Mais on va le faire. Ça pourrait rendre l'avion plus facile à piloter. Mesdames et messieurs, préparez-vous à un atterrissage brutal. Quand les roues vont toucher le sol, ça va beaucoup secouer. Je vous dirai quand vous mettre en position de sécurité. À l'approche d'Anchorage, les pilotes et John Doherty se préparent pour un atterrissage difficile. On a discuté du déroulement de l'approche, des problèmes de gouverne, de la gestion de la trajectoire de vol, de la façon dont on allait assurer la conduite pendant le roulage après le toucher des roues, des problèmes pour s'arrêter. Les décisions qu'ils s'apprêtent à prendre peuvent leur coûter la vie, à eux et à leurs passagers. Ça suffit. Utilisons les moteurs. Dave, pousse les manettes des gaz 1 et 2 et tire les 3 et 4. Quelques minutes avant l'atterrissage, les pilotes augmentent la puissance des réacteurs côté gauche et réduisent celle côté droit. Cette poussée dissymétrique devrait maintenir l'avion en ligne droite.
Mais comme personne ne connaît l'étendue des dégâts de la gouverne de direction, si cette dernière est arrachée alors que la poussée est inégale, les pilotes perdront totalement le contrôle du 747. Au sol, on se prépare au pire. Je donnerais 1000 $ pour un rétroviseur. John? Alors? John Doherty, qui épluche manuels et plans en tout genre, les met en garde. N'oubliez pas Que la gouverne de direction est reliée à la roulette de nez. Je m'occuperai du palonnier et des freins, toi du manche. Quand la roulette de nez touchera le sol, la gouverne endommagée pourrait leur faire perdre le contrôle de l'avion à plus de 300 km/h. J'ai suivi l'approche jusqu'au bout et je me suis dit, s'il ne doit y avoir qu'une approche parfaite de toute ma carrière, ça doit être celle-ci. Comme ils n'avaient plus besoin de moi, quand ils ont été autour de 7000 pieds, j'ai interrompu la communication. On se parle après. À bientôt. J'ai souhaité tout ce que je pouvais à John, probablement à demi-mot, à la manière des pilotes, et j'ai raccroché en attendant d'avoir des nouvelles. Entre les eaux glacées du golfe de Cook et les sommets d'Alaska, l'aéroport international d'Anchorage attend l'arrivée du 747 endommagé. Northwest 85 identifié. Les passagers et l'équipage du vol 85 ne sont plus qu'à quelques instants d'un atterrissage d'urgence. En bouclant ma ceinture, je me suis dit, c'est tout? C'est-à-dire, est-ce que je vais mourir? Est-ce que je serai encore vivante quand tout ça sera fini? J'ai pensé à mes enfants, à mon mari, à mon foyer. Northwest 85, autorisé à l'atterrissage. Secours prêt. Autorisé à atterrir. L'équipage ignore ce qui se passera quand l'avion touchera le sol. Il y avait près de 400 passagers et 18 membres d'équipage, dont des gens que je connaissais. Donc l'attente a été difficile. C'est parti les gars. Touchez les roues dans 5 secondes. Préparez-vous. En position de sécurité! C'est bon? C'est bon. Comme prévu, sitôt le train d'atterrissage au sol, Mike Fagan prend les commandes et John Hanson guide les roues avant. Le timing est capital. En cas d'erreur, c'est la sortie de piste assurée. C'est bon. Bon boulot, Mike. Bien joué, les gars. On se le refait? Dans le poste de pilotage, tout le monde a poussé un ouf de soulagement. Tous autant qu'on était. Quand on nous a indiqué que tout allait bien, Restez assis jusqu'à extinction du picto. il a fallu que j'aille jusqu'à la porte pour faire sortir les passagers. On a fait ce pourquoi on avait été formés. Et les pilotes ont fait un boulot formidable. Les contrôleurs constatent les dégâts. Pas mal la gouverne. Ça a dû être une sacrée balade. Une vraie promenade de santé.
Près de 2 heures après le début du problème, les 404 personnes qui étaient à bord du 747-400 ont rejoint la terre ferme saines et sauves. Quand j'ai appris que l'équipage allait bien, ça a été un soulagement énorme. Les pilotes avaient traversé une épreuve et ils avaient fait un boulot fabuleux. C'était un moment de joie, de grâce, de réussite, de bonheur, de satisfaction. C'était formidable. Les pilotes ont évité le pire, mais de justesse. Pourquoi ont-ils perdu le contrôle de leur avion? C'est la question à laquelle il faut répondre. Car Northwest n'est qu'une des nombreuses compagnies à faire voler des 747-400 tous les jours. Dans le monde entier, des milliers de passagers sont peut-être en danger. Caroline Deforge du NTSB, l'équivalent américain du BEA, supervise l'enquête. L'événement était très spectaculaire. Et il fallait vraiment qu'on se penche dessus et qu'on comprenne ce qui s'était passé. Les enquêteurs découvrent aussitôt une traînée de liquide hydraulique qui fuit à l'arrière de l'avion. On a été très surpris de découvrir de quel type de panne il s'agissait et les effets qu'elle avait eus sur la contrôlabilité de l'avion. Le palonnier est relié à la gouverne de direction via une servocommande hydraulique appelée PCM. Quand un pilote appuie sur les pédales, cet appareil modifie la pression hydraulique, ce qui actionne la gouverne. On a ouvert le panneau d'accès de la queue et on a remarqué que le capuchon de la servocommande s'était arraché. Le capuchon est une pièce circulaire d'environ 6 cm de diamètre. Celui-ci s'était fissuré sur tout son pourtour et il était tombé. Avec un PCM défectueux, il était impossible d'actionner la gouverne de direction inférieure. La défaillance de cette pièce a bien failli faire tomber l'avion. Le PCM est envoyé au siège du NTSB à Washington, où un examen minutieux permet de comprendre pourquoi sa rupture a entraîné le blocage de la gouverne de direction. Quand le capuchon est tombé, le piston qui est à l'intérieur du PCM a pu se déporter plus loin qu'il n'est conçu pour le faire. C'est ça qui a provoqué le blocage de la gouverne de direction. Pourquoi le capuchon a-t-il cassé? Mystère. Il s'agissait certainement de quelque chose que le fabricant n'avait pas anticipé. Quand on a examiné la pièce, on a constaté qu'elle était clairement plus abîmée que ce qu'on constate habituellement. Quand on est ingénieur chargé d'une enquête, on tombe normalement sur un vice de construction, pas sur une défaillance mécanique du boîtier proprement dit. Sylvie Dionne est spécialiste des métaux. Le collecteur était fait d'un alliage d'aluminium, c'est-à-dire de l'aluminium mélangé avec un peu de cuivre, de magnésium et de zinc. L'ajout de ces métaux permet de rendre la pièce plus solide. L'alliage utilisé pour fabriquer cette pièce est extrêmement résistant et ne devrait pas casser de cette manière. Lors de l'analyse d'un problème comme celui-ci, on se sent un peu comme un détective, parce qu'on cherche des indices susceptibles d'expliquer pourquoi le métal a cédé. La taille et la forme de la fissure indiquent que la servocommande s'est cassée à la longue. C'est ce qu'on appelle la fatigue du métal. Mais les spécialistes n'en reviennent pas. Le Boeing 747-400 est conçu pour les vols long courriers de 12 à 15 heures. Et ces pièces sont faites pour résister pendant des dizaines d'années. J'ai cru comprendre que le délai pour qu'une pièce comme celle-ci finisse par casser était de l'ordre de 30 000 ans. En clair, personne ne pensait qu'elle céderait un jour. Le 747-400 est très demandé. La fabrication de ces mastodontes des airs augmente chaque année et tous sont équipés du même PCM que le vol 85. Si cette pièce capitale s'use plus vite que prévu, les enquêteurs doivent comprendre pourquoi avant qu'il ne soit trop tard.
Le fait que la fatigue n'ait pas eu d'origine apparente, comme une imperfection ou un défaut, nous a incité à remettre en question les propriétés du matériau du boîtier. Les enquêteurs envoient donc la pièce au fabricant pour qu'il analyse le métal. Les métaux se composent de cristaux que les spécialistes appellent grains. S'ils sont trop petits ou trop gros, ou s'ils n'ont pas la forme voulue, le métal peut alors avoir une solidité, une ductilité et une résistance différentes face à la propagation d'une fissure. L'examen visuel n'apporte aucun éclaircissement sur la raison de la rupture. Une des techniques les plus fiables pour repérer des fissures ou des défauts superficiels, c'est l'examen au traceur fluorescent. La pièce est examinée en lumière ultraviolette et les défauts apparaissent sous forme de lignes ou de points brillants qui sautent aux yeux. Mais ces analyses indiquent que le matériau utilisé pour la fabrication n'est pas en cause. Les enquêteurs ne peuvent donc toujours pas expliquer la rupture. Ça nous rendait tous fous. On était très frustrés de voir qu'aucune des pistes qu'on explorait ne nous faisait nous exclamer « Eureka !» Les enquêteurs se demandent alors si un événement dans le passé de l'avion peut expliquer cette cassure. Et les archives contiennent effectivement une surprise. Northwest avait été le premier client du 747-400. Et cet avion-là avait été le premier de la flotte livrée à la compagnie. C'était le 747-400 de série le plus ancien du monde. Et ça n'est pas tout. Les archives indiquent qu'il a servi d'avion d'essai avant d'être vendu à la compagnie. Des essais rigoureux ont-ils provoqué la cassure prématurée du PCM? L'avion avait volé pendant 55 000 heures et décollé plus de 7 000 fois, plus souvent que la plupart des autres 747 comptant autant d'heures de vol. Cette découverte oriente l'enquête dans une direction nouvelle. On se demandait s'il n'avait pas été soumis à plus de contraintes que prévu, ce qui avait peut-être provoqué cette défaillance. À chaque fois qu'il décolle et atterrit, un avion est soumis à plus de contraintes que lorsqu'il est en vol. Le problème venait des exploitants en Asie qui utilisent le 747-400 pour du court courrier. Ce PCM étant déjà cassé, on ne peut plus le tester et vérifier ce qui équipe le reste de la flotte est impossible sur le plan pratique. Il aurait fallu clouer la flotte au sol pour retirer toutes les pièces. En guise de mesure préventive, le NTSB émet une recommandation pour inciter les compagnies aériennes à tester les PCM plus rigoureusement et plus régulièrement. On a demandé la mise en place d'un cycle d'inspection récurrente. La cause de la rupture restera un mystère. 4 ans plus tard, un avion cargo d'Air France est contraint d'atterrir en urgence, la gouverne de direction inférieure du 747-400 ayant lâché. Les circonstances de cet incident sont étrangement similaires à celles du vol 85. La pièce a été envoyée chez le fabricant en Californie pour réparation. Quand les techniciens ont ouvert la boîte, ils ont ouvert des yeux comme des soucoupes. Ils l'ont mise en quarantaine et ils ont appelé leurs collègues en disant « Vous ne croirez jamais ce qu'on vient de recevoir ». Si le PCM de l'avion d'Air France porte les mêmes traces de fatigue que celui du vol 85, les enquêteurs devraient se rapprocher de la solution. La zone abîmée était au même endroit et on a effectué la plupart des vérifications qu'on avait faites la première fois. Sauf que cette fois, il n'y a aucune trace de fatigue du métal, mais un défaut de fabrication. On a découvert une imperfection dans le bas de la partie filetée. Une marque très nette. C'est de là que la fissure s'était propagée. Si découvrir l'origine de cette défaillance est important, ça n'explique en rien la mésaventure du vol 85.
Était-ce dû à une surcharge, à une rupture progressive, à une exposition à un élément extérieur? Si on ne découvre pas le pourquoi, on ne peut pas proposer de mesures rectificatives. Et pour un enquêteur, c'est frustrant. Pour la deuxième fois, une pièce qui n'aurait jamais dû s'user a bien failli provoquer l'accident d'un 747-400. L'un des deux incidents n'ayant toujours pas été expliqué, les enquêteurs doivent impérativement trouver un moyen de protéger les passagers. C'est parti les gars! 4 ans après l'atterrissage d'urgence du vol Northwest 85 à Anchorage, la cause de la rupture de la gouverne de direction du 747-400 reste un mystère. Et la même pièce vient de casser sur un autre avion. Le prochain incident pourrait finir plus mal. On ignore toujours la cause première de la défaillance sur le vol 85. Mais compte tenu de ce qu'on a découvert sur celui d'Air France, il a fallu prendre des mesures rectificatives pour éviter la répétition du problème. Les enquêteurs recommandent de fixer des butées à l'intérieur du PCM. En cas de rupture de la pièce, elles empêcheront la gouverne de direction d'aller trop loin d'un côté ou de l'autre. Les changements apportés au PCM du 747-400 éviteront tout problème de blocage. Une consigne de navigabilité de l'autorité de l'aviation civile américaine rend obligatoire l'installation de ces butées sur tous les 747-400. Mais une autre question reste en suspens. Une interrogation qu'un enquêteur a rarement le luxe de se poser. Suite à la défaillance de la gouverne de direction, pourquoi le vol 85 ne s'est-il pas écrasé? Ça tient entre autres à la conception de l'avion. La gouverne de direction en deux parties est une des caractéristiques de cet appareil. Dans ce cas de figure, ça a été en faveur de l'équipage dans la mesure où, s'il n'y avait eu qu'une gouverne et si son vérin avait rendu l'âme, elle aurait joué à 100% contre les pilotes, ce qui aurait aggravé le problème. Mais la technologie n'a pas à elle seule sauvé 404 vies. En 1985, le vol China Airlines 006 était lui aussi parti dans un roulis alarmant. Mais l'avion avait chuté de près de 30 000 pieds avant que les pilotes parviennent à reprendre le contrôle. Pourquoi le vol 85 a-t-il échappé à ce sort? Si Frank n'avait pas réagi comme il l'a fait, on ne serait sûrement plus là pour raconter notre histoire. Tu t'en sors? Oui, je crois. La réaction du commandant Gibb dans les toutes premières secondes suivant l'incident a été cruciale. Mais si l'avion a pu se poser, c'est pour une autre raison. Tous les hommes dans le poste de pilotage savaient ce qui se passait. Ils ont évalué les risques. N'oubliez pas que la gouverne de direction est reliée à la roulette de nez. Je m'occuperai du palonnier et des freins, toi du manche. C'est la gestion des ressources de l'équipage dans le poste de pilotage qui nous a permis de gérer la situation et d'atterrir. Je suis fière que tout se soit bien terminé. On a tous agi comme on l'avait appris. Touchez des roues dans 5 secondes. Et personne n'a craqué. On annonce quoi? Les gars dans le poste de pilotage ont été formidables. On a communiqué. Plus les gens en sauront, mieux ce sera. D'accord. Disons-leur exactement ce qui se passe. Cet équipage a fait un travail exceptionnel en réussissant à poser cet avion. En 2003, l'ALPA, l'association américaine des pilotes de ligne, a décerné à cet équipage le Superior Airmanship Award. Il y a plus important que cette récompense. C'est d'avoir ramené tout le monde sain et sauf. C'est bon. À l'époque actuelle, celle des cockpits automatisés, le pilotage manuel est un art en voie de disparition. Les personnes qui sont aux commandes des avions doivent se souvenir qu'elles occupent leur poste en raison de leur capacité à piloter. On était si préparés que ça n'était pas possible qu'on échoue.